Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Madelin, directrice générale de l'IGPDE. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cette troisième session du cycle de conférences Évolution et transformation de l'action publique, désormais pérennisé au format de conférence en ligne et élargi à l'interministériel. Nous accueillons aujourd'hui et pour la première fois dans le cadre de ce cycle, Nathalie Collin, directrice générale de l'administration et de la fonction publique, la DGAFP. Elle a accepté de venir dans les locaux de l'IGPDE animer cette conférence portant sur la transformation de la fonction publique et nous l'en remercions chaleureusement. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été promulguée et a induit de profonds changements. Près de 18 mois après sa publication, la mise en œuvre de cette loi se poursuit, à l'instar de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, avec la création prochaine de l'Institut national du service public, l'INSP, en remplacement de l'ENA. Vous êtes très nombreux, plus de 280 inscrits, et vos micros et vos caméras sont coupés. Pour des raisons d'agenda, la conférence est enregistrée 24 heures avant sa diffusion. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions à Madame Collin lors de votre inscription à la conférence. Elle y répondra en fin de séance. À l'issue de la conférence, vous serez destinataire d'un questionnaire d'évaluation auquel je vous remercie vivement et par avance de répondre. La vidéo de cette conférence sera accessible dans les prochains jours sur la Web TV de l'IGPDE, comme le sont déjà d'ailleurs celles des précédentes conférences de ce cycle. La prochaine conférence en ligne est programmée le vendredi 17 décembre avec Thierry Lambert, délégué interministériel à la transformation publique, la DTP. Il fera un point de bilan et de perspective sur la transformation publique à l'aune de l'année 2022, année d'élection présidentielle. Les inscriptions ouvriront début décembre. Il ne me reste désormais plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à l'IGPDE et à sa directrice générale Virginie Madelin de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences. Qui sera l'occasion pour moi, et je m'en réjouis, de vous présenter les principales évolutions et innovations qui sont intervenues dans le domaine de la fonction publique ces dernières années et qui continuent d'ailleurs d'être portées par la direction générale et par la ministre de la Transformation et de la fonction publique. Et ces innovations sont, de mon point de vue, le signe évident de la capacité de notre système de fonction publique à se transformer, non seulement sans renier ses valeurs, c'est ce que je m'attacherai à essayer de vous montrer, mais même, au contraire, en les confortant et en les affirmant de manière encore plus forte. Je suis obligée de faire une pause parce que je ne sais pas où je dois regarder. Mais je regarde un peu partout. Vous pouvez regarder les deux, de toute façon, elles sont à peu près dans l'axe. D'accord, c'est ces deux-là, c'est pas... Oui, bah oui, bien sûr. Ok. Donc, on continue. Alors, la loi d'août 2019, dite de transformation de la fonction publique, a porté et inscrit dans notre droit positif un certain nombre d'évolutions fondamentales. Ces évolutions, je vais essayer de vous en décrire les principales caractéristiques et les traits saillants au cours de cette intervention, mais je voudrais aussi au préalable vous indiquer que, et c'est très important de l'avoir en tête, parce que je pense que ça fait partie des enjeux aussi d'innovation et de capacité d'adaptation des agents publics. Ça n'est pas parce qu'on écrit des jolis textes
adapté aux objectifs et parfaitement bien rédigé, que pour autant on a rempli notre mission de transformation. Et donc derrière la rédaction de ces textes, derrière cette loi, derrière les décrets d'application, derrière les ordonnances que nous portons encore aujourd'hui, et on aura l'occasion d'y revenir, il y a des enjeux fondamentaux de mise en œuvre. Et je me permets d'insister sur ce point parce que c'est parfois un peu le point faible des administrations, surtout des administrations de conception comme la nôtre, que de considérer qu'une fois que les textes sont faits, le travail est terminé. Ça n'est pas le cas. Et il y a donc dans toute action de transformation un enjeu très important de suivi, de mise en œuvre, comme le diraient certains, jusqu'au dernier kilomètre, des réformes pour être certain qu'en réalité, elles prennent pied, si je puis dire, dans le quotidien, en l'occurrence dans le quotidien des services RH des ministères, par exemple. Et c'est une préoccupation qui est très importante pour moi et qu'on essaye d'avoir à l'esprit le plus souvent possible. Dans ce contexte-là, je vous propose que l'on aborde successivement les différentes composantes de cette entreprise de transformation qui est portée par la loi d'août 2019, dont les principaux enjeux portent sur la volonté d'instaurer une gestion des ressources humaines à la fois plus simple et plus souple. C'est une aspiration à laquelle qui était portée à la fois par les administrations, mais aussi une attente, en tout cas c'est ainsi que nous l'avons pensé, des agents eux-mêmes, de manière à permettre de dégager plus de temps de la part des services de ressources humaines pour des actions plus qualitatives, d'accompagnement personnalisé qui correspondent aujourd'hui à de véritables attentes de la part des personnels. Alors, une gestion plus simple et plus souple des ressources humaines, c'est d'abord passer, et c'est l'un des pans essentiels de la réforme, qui n'a pas été, évidemment, vous pouvez vous en douter, le plus simple à construire, c'est la promotion d'un dialogue social plus stratégique et plus réactif. Il a fallu, et ça a été difficile, voire douloureux d'ailleurs pour les organisations syndicales concernées, et on peut les comprendre, elles en parlent encore, réformer le cadre et les conditions d'exercice du dialogue social dans l'objectif de simplifier les procédures pour les ministères, de recentrer les compétences et de faire en sorte que le dialogue social puisse évoluer d'une préoccupation dans laquelle en réalité la valeur ajoutée qui était apportée par les uns et par les autres était relativement faible, à la volonté d'essayer d'aller vers un dialogue social plus stratégique, plus de fond, et qui soit plus engageant, tant d'ailleurs pour les administrations que pour les organisations syndicales elles-mêmes. Et vous verrez qu'à travers les ordonnances que nous sommes en train de porter dans la suite de la loi d'août 2019, la traduction de cette volonté de faire évoluer le dialogue social commence à être tout à fait tangible. Et on peut vraiment s'en réjouir, même si évidemment c'est une entreprise de longue haleine qui mettra du temps à se mettre en œuvre. Donc pour réaliser cette transformation du dialogue social, la loi prévoit notamment une réforme assez conséquente du champ de compétences des instances paritaires, voire de leur organisation elle-même. C'est la réorganisation des commissions administratives paritaires, dont vous savez qu'elles n'ont désormais plus de compétences en matière de mutation et de mobilité des agents, et qu'elles n'ont plus de compétences non plus en matière d'avancement et de promotion. Donc elles sont recentrées dans leur champ de compétences sur l'examen de situations individuelles défavorables ou sur l'examen des situations disciplinaires quand on est sur des seuils de sanctions disciplinaires qui intéressent les CAP. Je
crois qu'il faut vraiment bien mesurer l'ampleur de ce que cette réforme porte et apporté dans le dialogue social. Les organisations syndicales dans la fonction publique étaient concentrées en matière de dialogue social, si tant est qu'on puisse appeler ça d'ailleurs du dialogue social, sur le suivi des situations individuelles des agents. Et ça pouvait aller dans certains ministères, que je ne nommerai pas, très loin dans ce qu'on appelait la cogestion, c'est-à-dire la capacité des organisations syndicales à intervenir de manière presque directe dans des choix de mobilité ou dans des choix de promotion des agents. Et donc c'était à la fois totalement improductif, totalement chronophage pour les ministères. Enfin, moi j'ai été directrice des ressources humaines d'un grand ministère. La préparation des commissions administratives paritaires, c'était juste des dizaines d'heures passées par les équipes à préparer en amont avec les organisations syndicales, en réunion bilatérale, en réunion plénière, en pré-CAP, pour ensuite avoir des CAP qui duraient des heures. Tout ça pourquoi ? Pour des promotions individuelles sans vision stratégique, sans conception d'ensemble des choses. Donc cette réforme de l'organisation et des compétences des CAP, elle est fondamentale. Le deuxième aspect, toujours dans la construction d'un dialogue social plus stratégique et plus réactif, c'est la fusion des comités techniques et des CHSCT en une instance unique qui est le comité social et qui là a aussi porté des enjeux sensibles pour les organisations syndicales parce que ça veut dire que les représentants des syndicaux passent moins de temps et moins de temps, c'est moins de décharges syndicales, disons les choses telles qu'elles sont, dans ces instances qui étaient un peu le grain à moudre habituel des ministères, mais dont là aussi on pouvait s'interroger légitimement sur l'efficacité. Toute cette réorganisation atterrira, si je puis dire concrètement, à l'occasion des élections professionnelles de 2022. Et ça, c'est un autre aspect de la loi qu'il est important d'avoir en tête. C'est qu'une fois qu'on a écrit ça dans la loi, on a un nombre de décrets d'application absolument phénoménal à préparer. Et la réforme des CAP, c'est non seulement la réforme de la compétence des CAP, mais c'est la réforme de leur périmètre. C'est-à-dire qu'on a supprimé le fait d'avoir des CAP par corps et on a créé un dispositif de CAP par niveau hiérarchique ou par périmètre. Donc là, ça veut dire des réflexions sur la nouvelle cartographie des CAP par les ministères, des réflexions sur la nouvelle organisation du comité social en fonction des périmètres ministériels, de l'organisation des ministères, l'administration centrale, les services déconcentrés, les établissements publics. Donc vous imaginez que ça a été derrière ces quelques lignes de la loi un travail absolument conséquent pour les ministères qui a dû se faire dans la perspective des élections professionnelles de 2022, puisque c'est dans ce nouveau cadre rénové qu'interviendront ces élections professionnelles qui permettront de renouveler la représentation syndicale à l'échéance de la fin de l'année prochaine. Deuxième caractéristique, ou l'une des deuxièmes caractéristiques de cette loi, c'est tout ce qui touche au recrutement des agents contractuels. L'idée est de dire, enfin c'est un sujet qu'on sait aussi très sensible et qui est politiquement, qui a été très porté politiquement, qui est de dire notre système de fonction publique doit pouvoir s'adapter et pour s'adapter, il faut qu'il puisse recourir de manière plus souple, plus simple et plus attractive au recrutement de contractuels sans pour autant mettre en cause le principe, qui est un principe fondamental de notre statut général, le principe selon lequel les emplois permanents sont pourvus par des fonctionnaires dans les services de l'État et de l'ensemble des employeurs publics. Donc, sur les contrats, quelques caractéristiques qui sont portées par la loi, volonté de les rendre plus adaptables et plus souples, élargissement des possibilités de recrutement de contractuels sur des emplois permanents, création aussi de choses assez innovantes comme le contrat de projet
qui est un dispositif intéressant qui traduit aussi la volonté de l'administration de s'adapter à des modes de management nouveaux qui sont le pilotage par projet précisément, de dire qu'on doit adapter nos règles à la possibilité de recruter des agents contractuels, non pas de manière a priori sur une durée de contrat qui n'est pas adossée à la réalité d'une mission, mais qui s'adosse au contraire à la réalité d'un projet que l'on souhaite confier, pour des raisons qui sont liées à l'adéquation profil-poste, que l'on souhaite confier à un agent contractuel. On ne dit plus non titulaire maintenant, on dit contractuel. C'est ce qu'ont souhaité d'ailleurs les organisations syndicales. Autre exemple d'élargissement du recours aux contractuels, c'est la possibilité de les recruter en contrat à durée indéterminée directement. Et enfin, on leur a ouvert, et ça c'est très... pardon, je reviens en arrière, voilà. C'est le dernier petit bullet point que vous avez en bas de cette slide. On leur a ouvert l'accès aux emplois de direction, c'est-à-dire aux emplois de sous-directeur et aux emplois de chef de service, de manière très encadrée, mais en même temps de manière réelle, sachant que ça n'a pas pour objectif de faire en sorte que tous les emplois de direction soient demain, ou une majorité même d'entre eux, occupés par des contractuels, mais que ponctuellement, en fonction soit de la nature de l'emploi, qui correspond à des spécificités, à des exigences de compétences particulières que l'on trouve peu chez les fonctionnaires, on peut penser par exemple aux emplois de la filière numérique, on peut penser à des emplois de directeur de projet ou d'experts de haut niveau, soit parce que les compétences qui sont détenues par les candidats le justifient, et on le vérifie à travers des procédures transparentes, de comités d'audition, de publication de fiches de poste, etc., on puisse, sur certains de ces emplois, recruter des agents contractuels. Bon, c'est une disposition qui est très nouvelle, qui pour l'instant ne fait l'objet que d'un usage très limité. Nous avons fait le recensement des postes confiés, enfin des emplois de direction qui ont été in fine confiés à des contractuels en 2020 et début 2021. On est autour de 4, donc c'est vraiment très peu. Mais ça veut dire que pour ces 4-là, on a considéré que c'était mieux adapté aux candidatures qu'on pouvait avoir par ailleurs, sachant que la loi dit bien que l'exercice de ces fonctions interdit la CDIsation des agents sur ces emplois. Donc on voit bien que c'est dans la limite du temps passé sur l'exercice de ces fonctions, qui, comme vous le savez, ne peut être que de 3 ans, renouvelable une seule fois. Dans la suite de ce que je viens d'indiquer sur la situation des contractuels, je voudrais évoquer d'autres mesures assez innovantes qui sont portées par la loi du 6 août 2019, qui sont notamment le dispositif de la rupture conventionnelle. Alors, c'est un dispositif qui est, comme vous le comprenez bien, inventé ou invité par le secteur privé, et qui a pour objectif de permettre à un fonctionnaire, sur sa demande, mais ça peut être aussi une demande de l'administration, de quitter définitivement la fonction publique, avec en contrepartie le versement d'une indemnité qui est calculée en fonction de son ancienneté, notamment. Ça n'est pas, il ne faut pas voir ce dispositif comme une volonté de la part du gouvernement de l'époque, qui est le même dans une forme de continuité aujourd'hui, de se défaire, si je puis dire, ou de pousser les fonctionnaires à la porte, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire la volonté de comprendre et d'entendre que certains fonctionnaires peuvent avoir envie au cours de leur parcours professionnel et au cours de leur carrière de faire autre chose. Que cette mobilité, dont on sait qu'elle est l'une des grandes caractéristiques de l'évolution du marché du travail depuis un certain nombre d'années, elle a aussi le droit de concerner la fonction publique. Et que donc, le fait d'avoir envie de faire autre chose, c'est un droit. Et ça doit être conçu comme ça. Et c'est ainsi, en tout cas, que la loi l'a construit. Et ce dispositif de la rupture conventionnelle, il est assez intéressant parce qu'on voit qu'il monte progressivement en puissance,
que la première année, on en avait à peine quelques centaines et que cette année, en 2021, on a déjà dépassé à la mi-année le millier de ruptures conventionnelles réalisées dans les ministères, avec un poids notamment important, mais c'est normal parce que c'est là qu'il y a le plus d'effectifs à l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire que les enseignants boudent l'exercice de leur métier, ça veut dire simplement qu'ils sont plusieurs centaines de milliers et que c'est normal que ce soit là que le dispositif de la rupture conventionnelle puisse notamment s'exprimer, mais pas que. Donc voilà, c'est un point, je vous laisse sur le slide d'autres éléments sur lesquels j'insisterai moins, mais c'est un point important et c'est un marqueur important de cette loi d'août 2019 que la création du dispositif de rupture conventionnelle. Autre tendance de fond que l'on porte encore beaucoup aujourd'hui, elle porte sur la mobilité. Alors, ça aussi, c'est la volonté, une nouvelle fois, je l'ai dit pour la rupture conventionnelle, je le dis à nouveau maintenant, parce que je crois que c'est vraiment important d'insister sur ce point, la modification du statut général qui est intervenue en 2019 et dont la mise en œuvre est encore portée aujourd'hui, elle vise à adapter la fonction publique aux grands enjeux de notre société. Je pense que j'aurais pu le dire comme ça d'ailleurs en introduction, on voit que les grands enjeux, c'est la volonté de changer de métier, c'est la volonté de s'ouvrir à d'autres profils, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est la nécessité d'avoir une fonction publique qui soit plus à l'image de la société à travers toutes les mesures que l'on porte sur la diversification des talents, l'égalité homme-femme, la prise en compte de la diversité dans la représentation des agents publics et donc dans les procédures aussi de recrutement. Et on y viendra, je pense, un peu plus tard. Ici, la mobilité, c'est l'une des grandes tendances de l'évolution de nos sociétés. Et quand on dit mobilité, il faut bien être attentif au fait que l'on parle de mobilité fonctionnelle. On ne parle pas de mobilité géographique, en tout cas pas nécessairement. Et vous verrez, ça va se retrouver dans ce que je pourrais vous dire tout à l'heure sur la réforme de la haute fonction publique. La mobilité, quand on a construit la réforme de la haute fonction publique et qu'à la demande de la ministre, nous avons réalisé toute une série d'actions de concertation auprès de groupes témoins, comme on les a appelés, de hauts fonctionnaires, la première attente qui ressortait, c'était celle-là. C'était de pouvoir faire plus de mobilité, d'être moins entravé par ces contraintes statutaires ou de gestion, et de pouvoir passer d'une fonction à une autre, d'un univers professionnel à un autre, d'un ministère à un autre, d'un service à un autre, de façon à s'enrichir d'expériences nouvelles, et c'est toujours bénéfique pour l'administration aussi d'avoir des agents qui ont envie d'explorer de nouveaux univers, et de façon à se donner toutes les chances d'avoir une carrière plus intéressante en changeant soit de sujet, soit de cadre dans lequel on exerce ses missions. Et donc, dans ce qu'on a fait, nous, au niveau de la fonction publique, et au-delà de ce qu'on va faire sur la haute fonction publique, les enjeux de mobilité sont des enjeux très importants. Et pour ça, je voudrais simplement signaler à ce stade, je pourrais vous en parler longtemps, de la mobilité et de ce qu'on fait aussi en ce moment au niveau territorial, dans le cadre de la déconcentration RH, la création et la montée en puissance de la plateforme que maintenant, je pense, tout le monde commence à connaître, PEP, Place de l'emploi public, qui est destinée à recueillir l'ensemble des offres d'emploi de la fonction publique de l'État, mais aussi de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, est un levier, est un outil majeur pour favoriser l'accès à la connaissance des postes, la transparence des emplois et donc pour favoriser la mobilité des agents. La loi d'août 2019, là on change un tout petit peu de sujet, a porté aussi toute une série d'avancées sociales fondamentales, qu'il s'agisse de dispositions sur le maintien des droits à avancement, qu'il s'agisse de dispositions plus sociales entre guillemets, je pense en particulier au congé proche aidant, à l'allongement du congé paternité ou à la suppression du jour de carence pour les femmes enceintes, jour de carence qui par ailleurs
reste maintenue, comme vous le savez, au-delà de ce qui a été fait bien sûr en matière d'adaptation à la crise sanitaire. Alors, la loi, c'est une chose, et l'ensemble de ces décrets d'application. Je n'ai pas épuisé dans mon propos de cette première partie tout ce que cette loi contient, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir une autre fois. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est très intéressant, c'est qu'elle a prévu un certain nombre d'articles d'habilitation, donc articles qui habilitent le gouvernement à légiférer par ordonnance. Et je dois vous dire que moi je suis arrivée à la tête de la direction générale il y a un an exactement, en octobre 2020. Et donc je suis arrivée à un moment où la loi était faite, où les décrets d'application étaient quasiment tous pris, mais où aucune des ordonnances n'avait été encore engagée. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai pu, pendant cette année, alors ça a été extrêmement dense et extrêmement intense, mais porter l'ensemble des sujets des ordonnances de la loi du 6 août 2019 et m'apercevoir, et je vais essayer de vous en dire un mot, qu'à travers ces 4 ordonnances, les enjeux de transformation et d'innovation sont presque, en tout cas au moins aussi importants que ce qu'il y a dans le texte de loi lui-même. Et d'ailleurs, le fait d'avoir renvoyé à des ordonnances sur ce point n'est pas un hasard, parce qu'on sait que souvent on le fait parce que ce sont des sujets sensibles et qui rendent la possibilité de travailler, parce qu'on doit travailler sur le niveau législatif, mais par ordonnance, pardon pour ce côté un peu peut-être non démocratique du propos, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il est plus facile de traiter par ordonnance que de traiter dans la discussion parlementaire, tant celle-ci pourrait faire, comment dire, dévier le sujet de son objectif initial. Donc, première des ordonnances prévues, en tout cas la première qui a été mise en œuvre par la direction générale et portée par la ministre ces derniers mois, c'est l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation collective. Donc on fait exactement écho à ce que je vous ai dit au début de mon propos sur la réduction du champ de compétences des organisations syndicales en matière de CAP, en matière de comité technique ou de CHSCT. Il y a une contrepartie, si je peux appeler ça une contrepartie, ou plutôt il y a un élément de complémentarité qui, s'il n'est pas dit, passe complètement à côté de l'objectif qui est poursuivi par le gouvernement, c'est le fort développement que l'on donne, ou en tout cas dont on donne les outils aux acteurs publics sur la négociation collective. C'est-à-dire, certes, on va moins parler des situations individuelles des agents, mais en revanche, on met l'accent sur la possibilité d'ouvrir beaucoup plus largement, non seulement le champ des sujets de la négociation collective, mais la portée des accords et donc l'engagement des parties à faire de la négociation. Donc, quelques illustrations un peu plus précises sur le champ de la négociation collective. Alors, l'ordonnance elle-même et son décret d'application, qui date de quelques semaines après, ont été eux-mêmes négociés avec les organisations syndicales. Ça a été un travail très, très intense qu'on a conduit tout au long de l'automne et de l'hiver 2020-2021 et qu'on est en train, je vais vous en dire un mot d'ailleurs, de mettre en œuvre concrètement, parce qu'on se donne des outils et on essaie aussi justement de les utiliser. Donc, exemple de thématiques nouvelles ouvertes. Alors, ça a été une discussion pied à pied avec les organisations syndicales qui, par exemple, sur le champ des thématiques de la négociation, vous comprenez l'enjeu, si on dit qu'on ouvre par exemple la question des rémunérations à la possibilité de négocier et qu'on dit que les organisations syndicales peuvent demander l'ouverture d'une négociation sur ce type de sujet, c'est quand même un peu engageant. Donc certaines organisations syndicales auraient voulu que l'on ne liste pas de sujets et que donc tous les sujets possibles puissent être ouverts à la négociation collective. On en a décidé finalement autrement et on s'est mis d'accord
après une phase de discussion intense. On est parti de 6 thématiques. Eux sont partis de 0 thématique, c'est-à-dire tous les sujets ouverts, et on atterrit sur 14 thématiques qui sont dans l'ordonnance et qui sont également dans le décret d'application et qui vont des conditions et de l'organisation du travail à la promotion de l'égalité des chances, en passant par l'apprentissage, l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les déroulements de carrière et les promotions, donc ça c'est très engageant aussi, ou bien l'intéressement collectif, l'action sociale et la protection sociale complémentaire. Donc un champ beaucoup plus large et aussi une portée beaucoup plus engageante, je l'ai dit, et ça montre à quel point on est en train complètement de changer de paradigme en matière de pratique de dialogue social, et notamment de dialogue social de proximité, puisque l'ordonnance sur la négociation collective permet de conclure des accords qui peuvent eux-mêmes avoir une portée juridique. Dans le respect des décrets, alors cette portée juridique, elle ne peut pas être niveau décret en Conseil d'État, ni décret simple, elle doit respecter le cadre juridique et les hiérarchies des normes. Mais on peut conclure des accords qui ont une portée juridique directe. Et ça, c'est vraiment une innovation fondamentale et l'expression de la volonté qui était très portée par la ministre sur ce point d'être innovant et de prendre nos risques pour aller sur des pratiques quand même beaucoup plus modernes de dialogue social dans la fonction publique. J'ajoute que le caractère novateur aussi, c'est la possibilité, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais j'en redis un mot, d'un droit d'initiative syndicale, c'est-à-dire que l'initiative de la négociation, elle peut venir de l'administration, mais elle peut aussi venir des organisations syndicales elles-mêmes qui, dès lors qu'elles sont majoritaires au niveau de l'instance dans laquelle elles sont représentées, peuvent demander l'ouverture d'une négociation sur une thématique. Après, ça n'est pas parce qu'elles la demandent qu'on est obligé de l'ouvrir. Il faut, et l'ordonnance et le décret le prévoient, que l'on examine si les conditions sont remplies pour que cette négociation s'ouvre. Ça n'est pas la peine d'ouvrir des négociations si on sait qu'on va dans le mur au bout de 2 réunions, juste pour faire plaisir aux organisations syndicales. Mais il y a quand même ce droit d'initiative syndicale, et ça c'est important, ça veut dire qu'on considère que les partenaires sociaux sont des acteurs à part entière, au même niveau et au même titre que les employeurs pour ouvrir une négociation. Donc cette réforme est très importante. Elle a été à la fois construite par l'ordonnance, par le décret, mais aussi mise en œuvre par la Direction générale et le ministère de la fonction publique dès cette année. Donc, imaginez l'intensité du dialogue social que l'on a conduit ces derniers mois, puisque nous avons conclu à l'initiative de la ministre 2 accords interministériels en 2021, l'un sur le télétravail dans les 3 versants de la fonction publique, accord donc sur le mode de négociation, sur ce nouveau mode, qui est très engageant aussi sur les procédures, les méthodes, etc. Donc 2 accords, l'un à l'unanimité sur le télétravail et l'autre qui est un accord de méthode, dit de méthode. Ça, c'est aussi une innovation de l'ordonnance que de permettre la mise en place d'accords de méthode sur un accord de méthode sur la protection sociale complémentaire, donc qui vient précéder l'accord de fond sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant. Voilà pour la négociation collective. Vous dire quand même sur ce point que tout n'est pas fini, loin de là, et que notre objectif et notre ambition, c'est que ce genre de dispositif diffuse réellement au sein des administrations et qu'ils le fassent alors par le biais du télétravail, puisque l'accord de méthode que nous avons conclu oblige les ministères à ouvrir avant la fin de cette année des négociations sur le télétravail dans leur propre champ ministériel. Et on essaye aussi de porter par toute une série de guides, de formations divers et variés, sur des supports divers et variés, sur Mentor, sur des guides, sur l'action que l'on mène avec les PFRH, de façon à ce qu'au niveau territorial, tous les acteurs puissent s'emparer aussi de ce nouveau projet et le mettre en œuvre dans la durée
et que cette réforme s'installe réellement. Alors, deuxième grande ordonnance prévue par la loi d'août 2019 et que nous avons portée, écrite et que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est l'ordonnance relative à la protection sociale complémentaire. Alors, c'est un sujet en soi qui mériterait peut-être une intervention spécifique, mais je vous en dis juste 2 mots. C'est une transformation majeure pour les agents publics, c'est-à-dire qu'on leur apporte ce qui existe dans le privé depuis des années et qui n'existe pas, la possibilité qui n'existe pas dans la fonction publique, c'est-à-dire le fait que l'employeur, l'État employeur, finance à partir de 2024 et de manière progressive au moins 50% du coût de la protection sociale complémentaire des agents publics. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, tout le coût des mutuelles, si je puis dire, puisque beaucoup des agents publics sont couverts au titre de la protection sociale complémentaire par des mutuelles. Et là où aujourd'hui, ils payent l'intégralité du coût de la mutuelle, demain, l'État prendra en charge la moitié du coût de quelque chose qui sera différent, en revanche, dans les modalités et dans le contenu. Et c'est tout l'objectif à la fois de l'ordonnance et de la négociation que nous conduisons, que de dire, la conséquence, c'est qu'on met fin, une fois les délais dans lesquels on s'est engagé sur les questions de référencement sont passés, on passe à autre chose et on ouvre la possibilité pour l'employeur public de négocier des contrats collectifs avec des assureurs, pas obligatoirement avec des mutuelles, telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec des assureurs. Et cette ouverture de contrats collectifs aboutira à des marchés qui seront conclus par les employeurs publics et dont on attend qu'ils aient un rapport qualité-prix, si je puis dire, supérieur à ce que nous permet aujourd'hui le système du référencement auquel la quasi-totalité des ministères ont adhéré. Et là, on fait le lien avec la négociation collective, phénomène particulièrement intéressant, c'est que cette conclusion de contrat collectif qui conduira à ce que mécaniquement les agents publics adhèrent au contrat que l'État aura conclu pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de leur mutuelle, comme ils ne l'ont pas d'ailleurs réellement aujourd'hui. C'est un sujet de discussion intense avec les organisations syndicales. Pour faire ça, il faudra qu'il y ait eu préalablement un accord majoritaire au sens accord social, avec les organisations syndicales, sur le cadre du contrat que l'employeur négociera. Donc c'est un sujet passionnant parce qu'il allie une réforme de fond qui est celle de la protection sociale complémentaire avec une réforme de fond sur le dialogue social dont je viens par ailleurs de vous parler. Avant-dernière ordonnance, last but not least, mais c'est celle qui vient en dernier dans le calendrier d'habilitation qui était fixé par la loi. La dernière étant une ordonnance sur la formation continue, notamment la formation à l'attention des personnels les plus fragiles, sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais qui mérite quand même d'être signalée parce qu'elle est intéressante. C'est l'habilitation qui est ouverte pour réaliser la réforme de la haute fonction publique, qui s'est traduite le 2 juin 2021 par une ordonnance, et sur laquelle nous sommes en train de travailler en ce qui concerne maintenant ces mesures d'application. C'est une réforme dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui a pour objectif fondamental de décloisonner les parcours professionnels des hauts fonctionnaires de l'État. Elle ne s'applique aujourd'hui qu'à l'État. J'y reviendrai parce que je crois qu'il y a des questions là-dessus de la part de certains d'entre vous. C'est une ordonnance qui veut aussi revoir fondamentalement les conditions de la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires. Et c'est l'objectif de la transformation de l'École nationale d'administration en Institut national du service public. Et c'est une ordonnance qui veut faire en sorte que les parcours professionnels soient beaucoup plus fluides qu'aujourd'hui et qu'en même temps les conditions de l'attractivité de la haute fonction publique soient améliorées
ce qui se traduit par des travaux que nous menons actuellement sur les modalités de rémunération dans la haute fonction publique. Ces travaux sont en cours, donc je ne peux pas vous en parler, mais j'espère avoir l'occasion de pouvoir le faire bientôt. Donc cette réforme de la haute fonction publique, qui évidemment appelle un certain nombre de questions, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en train d'élaborer tous les décrets statutaires, notamment le texte administrateur de l'État qui est en cours de finalisation, qui est passé la semaine dernière au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et qui est devant le Conseil d'État aujourd'hui. La création de l'Institut national du service public est un texte aussi sur lequel nous sommes en train de faire les consultations, donc qui est quasiment finalisé. On est en train d'écrire les statuts d'emploi, notamment des inspections générales qui vont toutes être fonctionnalisées. Alors, cette notion de fonctionnalisation qui fait peur à certains, elle a l'avantage, le double avantage, d'ouvrir beaucoup plus l'accès à ces emplois et de permettre aux fonctionnaires... Aujourd'hui, il y a une forme de déterminisme qui a été très soulignée par le président de la République quand il a lancé la réforme le 8 avril 2021, qui fait que, selon son rang de sortie à l'École nationale d'administration, sa carrière est entièrement déterminée à l'avance. Et c'est contre ça qu'il s'agit de lutter et de faire en sorte qu'en particulier, on ne rentre plus nécessairement dans les grands corps en fonction de son rang de sortie de l'école, mais on puisse aller exercer des fonctions à certains moments de sa carrière en alternant des fonctions opérationnelles, des fonctions d'inspection de contrôle, d'audit, etc., de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus moderne en réalité que ce que nous permettent les textes aujourd'hui. Donc des carrières, comme on dit, plus stimulantes, sans déterminisme, c'est la formule qui figure sur le petit document. Autre thématique très complémentaire de la précédente, c'est l'ouverture, et je vous l'ai dit, je crois, en introduction, de la fonction publique sur la société, ou en tout cas la volonté de faire en sorte que notre fonction publique soit plus à l'image de la société. Alors, je voudrais juste dire sur ce point-là qu'il ne faut pas avoir de vision trop caricaturale des choses, que notre fonction publique est déjà très ouverte et très diversifiée, qu'elle l'est quand même de plus en plus avec le temps, que tout ce qui est parcours de promotion interne, la possibilité pour quelqu'un de rentrer en catégorie C, de faire sa carrière et de terminer sa carrière en catégorie A, c'est une réalité pour beaucoup d'agents, donc il ne faut pas avoir une vision caricaturale des choses. Malgré tout, il y a encore beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle on a mis en place tout un tas de dispositifs que vous voyez sur la partie gauche là, du slide et qui sont des dispositifs qui s'appliquent essentiellement au concours de catégorie A, dit plus, donc de la haute fonction publique. C'est pour ça qu'il faut faire le lien aussi avec la réforme. Et où là, effectivement, les distorsions entre la représentation de la haute fonction publique, de ceux qui la composent aujourd'hui et de la société sont évidemment les plus fortes. Et c'est ce contre quoi on veut lutter à travers toutes ces dispositions qui sont les cordées du service public, le réseau des prépas talents, la plateforme de tutorat, les bourses talents, qui sont des objets portés très fortement par la ministre, et qui mettront là aussi du temps à produire leurs effets et qui doivent aussi se concilier avec les objectifs de qualité et de sélectivité du recrutement qui ne sont absolument pas mis en question, bien sûr, à travers ces dispositifs. Donc on va chercher les jeunes très en amont, à travers les cordées du service public, pour les intéresser au service public. C'est un enjeu d'attractivité pour nous. On essaie de les aider, ceux qui sont le plus éloignés de l'accès aux préparations les plus prestigieuses. On essaie de les porter sur des préparations qu'on développe, qu'on finance, et auxquelles ils peuvent avoir accès sur des conditions à la fois de mérite mais aussi sociales, boursiers, et de les aider à préparer les concours. Et c'est la partie droite de la slide, on met en place des concours réservés, enfin un nouveau concours externe, notamment d'Excel à l'ENA, qui s'est déroulé pour la première fois cette année, qui était réservé à ce type de public. La question de l'ouverture, elle porte aussi, enfin, elle se manifeste aussi, elle se traduit aussi à travers toutes les actions que l'on mène pour favoriser le développement de l'apprentissage dans la fonction publique, à la fois de façon quantitative. Nous avons des objectifs extrêmement ambitieux cette année de recruter 15 000 apprentis dans la fonction publique de l'État
alors qu'on était péniblement autour de 9000 pour des objectifs plutôt proches de 10 l'année dernière, en développant toute une série d'outils, à la fois de connaissances, de renforcement de l'accompagnement, de valorisation du passage sur ces fonctions, de manière à attirer plus d'apprentis, à mieux faire connaître nos dispositifs et à mieux mobiliser aussi les administrations sur cet enjeu qui est un enjeu très important, on le sait, d'insertion dans la vie professionnelle. En ce qui concerne l'accompagnement des parcours de carrière, donc vous voyez bien que c'est un élément déterminant de cette dimension plus qualitative que l'on veut donner à notre politique des ressources humaines. Un mot sur un outil juridique assez novateur que l'on a porté dans le cadre de la loi de transformation d'août 2019 et qui va revenir là, prendre toute sa place aussi dans la réforme de la haute fonction publique, ce sont les lignes directrices de gestion. Alors ces lignes directrices de gestion, elles ont déjà été mises en œuvre, ou elles sont en train d'être mises en œuvre pour l'ensemble des corps de la fonction publique de l'État, et elles vont l'être donc pour les corps de l'encadrement supérieur, et elles ont pour objectif de définir des orientations stratégiques en matière soit de mobilité, soit d'avancement, avec des critères qui sont liés aux compétences, au parcours professionnel, et donc qui veulent essayer de pousser les employeurs à construire une vision plus stratégique de la gestion des carrières et de la gestion des parcours, autour desquels s'organise ensuite le déroulement des parcours individuels. Et ces lignes directrices de gestion, elles sont permises aussi parce que nous nous sommes éloignés d'une vision trop pointilliste, je dirais, et trop individualisée à travers la réforme des CAP dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que tout ça est très cohérent pour pouvoir aborder les parcours de carrière de manière plus structurante, plus réfléchie, avec des grandes lignes de perspective sur c'est comment on organise une carrière type et comment on fait en sorte que l'ensemble des membres d'un corps ou d'un service puissent organiser leur parcours de carrière autour de ces quelques grandes orientations qui sont tracées et qui ont été d'ailleurs définies dans le cadre d'un dialogue social préalable, bien entendu. Et donc toutes ces mesures, tous ces outils, tous ces travaux vont tous dans le même sens, favoriser l'exemplarité de la fonction publique, en s'engageant dans le respect d'un certain nombre de valeurs, qui sont notamment les valeurs d'égalité, les valeurs d'égal accès, les valeurs de reconnaissance, et tout ce qu'on fait aussi en matière de handicap et d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est une politique que l'on porte depuis bien longtemps, en témoigne. Donc cette notion d'exemplarité, elle est pour nous fondamentale, c'est notre boussole et elle nous guide dans l'ensemble de nos actions. Un mot peut-être pour terminer sur les moyens que l'on met en œuvre pour accompagner ces dispositifs de transformation. Vous savez qu'à la DGFP, nous gérons toute une série de fonds de transformation de l'action publique, qu'il s'agisse du fonds interministériel pour les ressources humaines, d'innovation des ressources humaines, du FIACT ou du FAIRE. Ce sont des fonds complémentaires. Le premier qui a pour objectif de soutenir les appels à projets qui développent la culture de l'innovation RH. Le second, c'est plus sur les conditions de travail. Et le troisième, c'est un fonds qui est plus dédié aux coûts induits par les réformes structurelles de services et qui c'est plutôt concentré sur des projets notamment dans l'administration déconcentrée de l'État qui, comme vous le savez, a encore ces dernières années connu beaucoup de phénomènes de restructuration et de réorganisation autour de la poursuite de la mise en œuvre de la REAT. Voilà, je ne vous ai donné qu'à travers ce tableau que j'ai brossé rapidement, que quelques-uns, même si ce sont les principaux éléments qui composent ce grand projet de réforme de la fonction publique dans ces trois versants. On aura peut-être un jour aussi l'occasion de revenir sur ce point-là. J'espère vous avoir convaincu à travers les exemples que j'ai ainsi donnés du caractère novateur que nous portons à travers cette réforme. Je voudrais simplement terminer en vous disant que
Ce que l'on a connu ces derniers mois en matière de gestion de la crise sanitaire a été aussi malheureusement un aiguillon assez efficace, nous interrogeant sur nos pratiques et sur nos modes de fonctionnement, bien évidemment, plus sous l'angle de nos pratiques managériales, bien évidemment, mais qui nous montre aussi que face à la réalité d'une situation subie, qui a été celle que nous avons connue à partir du début de l'année 2020, nous avons été capables collectivement, et quand je dis le nous, c'est vous tous, enfin c'est nous tous ensemble, de nous adapter. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les outils statutaires dont nous disposons nous permettent de nous adapter, y compris à des circonstances auxquelles on n'avait absolument pas pensé et qu'on n'avait pas imaginé 5 minutes jusqu'à présent. Donc ça veut dire que notre cadre juridique est parfaitement adapté à toutes les situations que l'on peut, y compris ne pas imaginer. Et la deuxième chose que ça veut dire que les agents eux-mêmes savent s'adapter à ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Alors, ils s'y sont adaptés dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Nous le savons, ça a été difficile pour tout le monde d'accepter le télétravail, d'accepter de continuer de travailler alors qu'on avait des inquiétudes sur sa santé ou celle de ses proches. Mais on l'a fait, et moi je crois qu'il faut saluer tous ceux et toutes celles qui ont à la fois porté la mise en œuvre des mesures de la crise sanitaire et qui ont su tenir et s'y adapter. Et pour ce qui concerne notre modèle de fonction publique, je crois qu'on peut dire simplement que de ce point de vue-là, ça a été une nouvelle preuve de sa capacité à tenir et à tenir compte des circonstances, et ça c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Donc nous allons poursuivre parce que nous n'avons pas terminé la mise en œuvre de l'ensemble de ces réformes. Je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif. J'espère que ce que j'ai pu dire aura pu vous intéresser, et éventuellement je suis disposée aussi à répondre à vos questions, mais je crois qu'il y en a. Donc nous allons essayer de terminer avec la réponse à ces questions plus détaillées que vous avez souhaité nous poser. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, pour cette conférence. Nous allons effectivement passer aux questions des participants qui ont été posées lors de l'inscription à la conférence. Je vais commencer par la première. Alors, beaucoup de questions portant sur la réforme de la haute fonction publique, donc je vais les relayer. Pouvez-vous nous évoquer la mise en extinction des grands corps de l'État et l'intégration des différents corps au sein de ce nouveau corps des administrateurs de l'État? Y aura-t-il un reclassement, et quel impact notamment pour les anciens administrateurs civils au regard de l'ouverture des postes d'avancement? Très bien, alors c'est un sujet en effet central, puisque cette réforme de la haute fonction publique, elle redessine le cadre statutaire applicable à l'encadrement supérieur de l'État de manière assez fondamentale. Je vais essayer d'en dire un mot très rapidement, et ça permettra, ce sera une façon bien sûr de répondre à ces questions. Nous sommes en train de remplacer le corps des administrateurs civils par un nouveau corps qui s'appelle le corps des administrateurs de l'État, et qui va regrouper un certain nombre d'autres corps de deux manières. La première, ça concerne très peu de corps, en réalité seulement, à ma connaissance, et si ma mémoire est bonne, le corps des conseillers économiques, qui vont être directement fusionnés, comme les administrateurs civils, dans le nouveau corps des administrateurs de l'État au 1er janvier 2022. C'est-à-dire que dès le 1er janvier 2022, tous les administrateurs civils sont reclassés dans le nouveau corps des administrateurs de l'État. Et comme ce nouveau corps comportera dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, la même grille et la même structure que celle des administrateurs civils aujourd'hui, ce reclassement sera à l'identique, et il n'y aura aucun changement dans la situation des agents. Et donc aucun changement, ça me permet d'y répondre aussi par la suite sur les perspectives d'avancement qui resteront identiques à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis la deuxième étape, ça va être l'arrivée dans le corps des administrateurs de l'État de tous les membres des corps mis en extinction qui auront exercé leur droit d'option. Donc ça, c'est une modalité différente en termes de calendrier, différente en termes de façon
rentrée, puisque contrairement à la première situation où on n'a pas le choix, on est administrateur civil, on devient administrateur de l'État, mais on n'y perd rien. Et d'ailleurs, peut-être on y gagnera. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler bientôt. Là, en revanche, il y a un droit d'option qui est ouvert. Donc, ce sont des corps qui sont mis en extinction, dans lesquels donc on ne va plus recruter. Cette mise en extinction, elle va intervenir à compter du 1er janvier 2023 et pas 2022. Donc, on laisse du temps pour que tout ça se mette en place. Donc, on cesse le recrutement. Ceux qui seront recrutés demain, à compter du 1er janvier 2023, ne seront plus recrutés dans ces corps, mais seront détachés sur des emplois fonctionnels. C'est tout ce qu'on appelle les statuts d'emploi qu'on est en train de créer. Et les membres actuels des corps auront le choix, ce qu'on appelle le droit d'option, entre rejoindre le nouveau corps des administrateurs de l'État et être détachés sur emploi fonctionnel pour continuer d'exercer leur mission, par exemple dans les services d'inspection, ou rester dans leur corps d'origine, et ça se fera sans changement, c'est-à-dire qu'on leur maintient l'intégralité des garanties à la fois de gestion et aussi de promotion qui sont les leurs, jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite s'ils le souhaitent. Donc c'est ça les grandes dispositions d'organisation statutaire, ce qui permet d'avoir une visibilité parce qu'on a un an. En réalité, les personnels de les fonctionnaires de ces corps mis en extinction vont avoir 2 ans pour se décider, puisque comme la mise en extinction intervient à compter du 1er janvier 2023 et que le droit d'option s'exerce pendant une durée d'1 année à compter de la mise en extinction, et que les statuts concernés vont sortir dès le début de l'année 2022, ça fait quasiment 2 ans pour pouvoir opter, et opter en connaissance de cause, et donc en sachant ce que sera demain le corps des administrateurs de l'État, y compris en termes de grille. Donc ça concerne, pour terminer, essentiellement les corps d'inspection générale, interministériel et ministériel, le corps préfectoral et la filière diplomatique qui sera également prise en compte dans cette réforme. Merci. Une question également concernant la mission sous l'égide de M. Basser, mission visant à créer l'INSP. Est-ce que vous avez des éléments de sortie des conclusions et puis du contenu ? Alors, la mission qui a été confiée par le Premier ministre à Jean Basser s'est déroulée entre le début du mois de juillet et le tout début de ce mois de novembre. Cette mission c'était une mission de préfiguration, pour préfigurer à la fois 2 objets nouveaux, le nouvel Institut national du service public d'une part, et la création de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État d'autre part, qui sera un nouvel objet qui est destiné à favoriser une gestion plus individualisée de l'encadrement supérieur de l'État. Les travaux de la commission ont été conduits en étroite concertation, enfin dans un travail assez étroit avec les ministères et bien sûr avec la direction générale. Je sais que cette commission a bouclé sa mission et qu'elle devrait être remise à la ministre dans les tout prochains jours. Entendu, merci. Plusieurs questions également sur les concours d'entrée à l'INSP. J'en cite quelques-unes. Quid du programme du concours d'entrée à l'INSP ? Quid des formats des épreuves du concours interne ? Quid de l'affectation des sortants ? L'affectation sera-t-elle également fondée sur les parcours individuels ? Et quid également de cette proportion des admis en provenance du concours interne qui passerait de 30% actuellement à l'ENA à 50% à l'INSP. Alors, la question des concours d'entrée à l'Institut national du service public demain est fondamentale. Elle n'est pas dans notre actualité très immédiate, dans la mesure où elle nécessite une réflexion de fond que nous n'avons tout simplement pas le temps de mener en même temps que nous faisons tout le reste. Donc cette réflexion, elle sera ouverte plutôt au début de l'année 2022. Donc ça veut dire que pour le moment, on en reste au format à la fois de concours et d'épreuves tel qu'il existe aujourd'hui. Et vous savez que pour de toute façon réformer les épreuves des concours, il faut du temps entre le moment où on réforme et le moment où on met en œuvre. Et donc, je le dis aussi à l'attention de l'IGPDE, il n'y a pas péril en la demeure pour le moment. Mais bien sûr, il faudra y réfléchir. D'ailleurs, c'était l'un des objectifs du précédent directeur de l'ENA, Patrick Gérard, qui avait mis en œuvre une réforme
de la scolarité et qui avait travaillé sur une réforme des épreuves des concours d'entrée, dont on sait que c'est un enjeu majeur pour diversifier notamment les profils. Nous aurons une réflexion d'autant plus nécessaire que l'une des caractéristiques du corps des administrateurs de l'État, c'est de bouleverser de manière assez fondamentale les voies de promotion interne dans le corps, puisqu'on élargit le vivier des sélections par la voie du tour extérieur, mais on permet aussi d'accéder au corps à des attachés chevronnés qui exercent des emplois fonctionnels et qui les ont exercés pendant un certain nombre d'années. On leur crée un nouvel accès à ce corps des administrateurs de l'État, ce qui est une vraie innovation, parce que ça permet de reconnaître, au-delà du système du tour extérieur tel qu'il existe, des collègues qui ont pris de vraies responsabilités et démontré par l'exercice de ces fonctions leur capacité à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Donc ils passent par un système d'évaluation, et non pas de comité de sélection, et pourront rentrer dans le corps des administrateurs de l'État par cette voie. Par ailleurs, on intègre dans le corps des administrateurs de l'État demain, par la voie du droit d'option, des membres de corps qui sont aujourd'hui recrutés exclusivement par la promotion interne. C'est le cas, par exemple, des administrateurs des finances publiques. Et donc, l'ensemble de ces éléments nous a conduit, c'est la réponse à la dernière question, à élargir de manière significative la proportion statutaire des postes, enfin la partie des recrutements qui est ouverte à la promotion interne, en fait pour permettre de bien intégrer tous ces gens-là sans que cela ne modifie les perspectives de promotion qu'ils avaient précédemment. Donc on conserve la garantie de leur maintenir les mêmes perspectives de promotion dans le nouveau corps, et c'est pour ça qu'on passe de 30 à 50. Juste un point d'attention, on ne passe pas de 30 à 50 du même dénominateur. Donc aujourd'hui, c'est 30%, enfin aujourd'hui, c'est au moins les 2/3, je crois, ou 70% des postes offerts au concours. Et demain, c'est au moins 50% de l'ensemble des recrutements. Donc l'assiette n'est pas la même, mais en réalité, ça a pour objectif, et uniquement pour objectif, d'intégrer correctement l'ensemble des nouvelles promotions internes sans toucher nécessairement à la part des recrutements par concours.